Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir messieurs. L'actualité, vous allez être interrogé par Olivier, par Amandine Atalaya, mais l'actualité c'est le meurtre de Philippine par un Marocain sous OQTF, suspect numéro 1, interpellé en Suisse. Est-ce qu'il aurait pu être évité selon vous? Bien sûr qu'il aurait pu être évité, vous savez ce que je vais vous répondre. Et c'est malheureusement, on se dit encore une fois, on va venir sur des plateaux télé, encore une fois, on va dire que ça aurait pu être évité. Encore une fois, certains journalistes vont nous dire c'est pas vrai, ça aurait pas pu être évité. Certains autres vont nous dire c'est de la récupération. Il faut un délai de décence et puis après le délai de décence passe et puis il y en a encore un nouveau. Donc c'est vrai qu'on a parfois une forme de lassitude, mais je pense qu'il faut pas tomber dans ça. Et il faut se redire, voilà, Philippine, c'était une jeune fille de 19 ans. On apprend qu'elle était de religion catholique, on apprend qu'elle était scout, on apprend qu'elle travaillait très bien à l'école. Elle avait 19 ans et cette jeune fille n'aura jamais 20 ans. Ses parents ont perdu leur fille. C'était une fille sans histoire. J'ai entendu qu'elle se C'est un francocide. Oui, bien sûr, c'est un francocide. C'est l'expression que vous employez en général à Reconquête. C'est une définition très claire. C'est quand une personne de nationalité française se fait tuer par un étranger. Je pense qu'on y est en plein. Voilà, vous l'avez dit. Une jeune fille française tuée par un Marocain, en plus sous OQTF. On reviendra sur son profil. Mais donc, je vous disais, je pense qu'il faut se prévaloir de ce penchant à la lassitude. À se dire, encore une fois, rien va changer. Les politiciens n'écoutent jamais rien. La justice, c'est un mastodonte. On n'y changera jamais rien. Il faut se prévaloir de ça. Il faut se rappeler qu'à la fin, c'est une vie humaine. Que aujourd'hui c'est Philippine, hier c'était Lola, demain ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe laquelle d'entre nous. Et on a toute peur de ça. Et toutes les mères aujourd'hui ont peur pour leur fille en se disant mais que peut-il arriver quand elle sort ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors, si vous me laissez 2 minutes, je peux vous faire la liste de tout ce qui n'a pas fonctionné parce que je pense qu'en plus, ça donne la feuille de route à M. Bruno Retailleau qui vient d'arriver au ministère de l'Intérieur et qui, le pauvre, et surtout le pauvre famille de Philippines, inaugure son mandat au ministère de l'Intérieur par ce drame. Donc, si on commence, on a ce suspect qui est ce Marocain qui s'appelle Taha et dont le nom de famille commence par O, qui arrive en France en 2017. Au début du mandat d'Emmanuel Macron. Il a alors 17 ans. C'est-à-dire qu'il est accueilli en France grâce au dispositif des mineurs isolés. Première chose, le dispositif des mineurs isolés, dans notre programme, on en propose la suppression. Ce jeune homme n'aurait jamais... Une obligation de les accueillir, c'est une obligation européenne. On veut revenir dessus. On a beaucoup d'obligations européennes qui sont en train de nous tuer. Donc moi, je ne serai pas celle qui vous dit que quand il y a une obligation européenne, ça vaut parole d'or. Il faut revenir dessus. Donc sans ce dispositif, il ne serait pas sur notre sol. Imaginons même qu'il soit entré quand même. 2 ans plus tard, on est en 2019, ce monsieur à qui la France a tout donné, qui a été pris en charge par la protection de l'enfance du Val d'Oise, viole une fille. Il a 19 ans, donc il est devenu majeur, il viole une fille, une jeune femme de 23 ans dans une forêt, il la viole. Une fois que ça se serait passé, ce Marocain, nous, dans notre programme, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'un étranger qui commet un délit ou un crime sur notre sol, au premier délit, au premier crime, il doit être expulsé. Il aurait été expulsé à ce moment-là. Donc il aurait dû faire sa peine directement dans son pays d'origine, à condition que le Maroc l'accepte. Le Maroc l'avait accepté. On va y venir. 3e étape. Dans la France d'Emmanuel Macron, il n'est pas expulsé. Mais il est jugé. Alors, est-ce que vous savez quelle est la peine maximale qu'on encourt 7 ans. Quand on viole ? La peine maximale encourue, c'est 20 ans. Oui, mais là, il y a ça mineur. Exactement. Il prend de circonstances aggravantes. Il prend 7 ans. Voilà. C'est pas un Donc, viol c'est-à-dire que la peine encourue, comme toujours en France, n'est pas la peine prononcée. Ça, premier scandale. Que la peine encourue ne soit pas la peine prononcée. Il n'y aurait même pas besoin de modifier la loi. La peine encourue est déjà la peine encourue. Seulement des juges... Si, c'était 7 ans parce qu'il était mineur. C'est pas forcément 7 ans, parce que vous savez, quand on est mineur, l'excuse de minorité divise par 2. Ça aurait pu être 10 ans. Vous voyez, ça aurait déjà pu être beaucoup plus. Et après, il est sorti au bout de 5 ans. Encore la moitié. Donc, chez Reconquête, ce qu'on veut, c'est que les peines encourues soient les peines prononcées et elles-mêmes les peines exécutées. Pour cela, comment on fait ? Pour égaliser les 3. Premièrement, peine plancher. Pour que la peine encourue soit la peine exécutée, il faut se prévaloir du laxisme judiciaire qui veut toujours mettre les peines au plus bas grâce à des peines planchées. Ensuite, comment on fait pour que la peine prononcée soit la peine exécutée ? On supprime le juge d'application des peines. Il faut savoir que le juge d'application des peines, c'est un 2e juge qui va venir rejuger l'affaire, longtemps plus tard, et qui va dire en prison, vous vous êtes bien comporté. Vous avez fait de la poterie, vous avez été gentil avec votre surveillant. Vous savez qu'il y a le principe de l'individualisation des peines. Alors là, vous parlez du début des peines planchées. Oui, tout à fait. Donc c'est un débat constitutionnel. Les remises des peines, tous les spécialistes disent qu'on en a besoin des remises des peines parce qu'on achète en quelque sorte aussi une paix sociale à l'intérieur des prisons. Et c'est pas mal de récompenser celui qui s'est bien comporté en prison et qui a donné des gages justement de réinsertion. C'est une remarque très intéressante, mais je préfère qu'il n'y ait pas la paix sociale en prison et qu'il y ait la paix sociale dans nos rues. Aucune remise de peine, quel que soit le détenu. Vous voyez ce que ça cause dans nos rues ? Le fait qu'il y ait autant d'individus qui soient relâchés alors même qu'ils sont dangereux. Et on le voit avec la décision du JLD qui dit « je le relâche ». Vous l'avez tous lu, j'imagine, c'est un scandale. Je le relâche, mais je sais qu'il peut causer des troubles à l'ordre public, que cette personne est dangereuse, qu'elle n'a pas de logement, qu'elle n'a pas de moyens de subvention. C'est dans l'ordonnance où le JLD relâche
ce tas qui a tué Philippine il y a quelques jours, il dit noir sur blanc, je sais qu'il est un homme dangereux qui pourrait commettre de nouveaux délits. Et pourtant, il est relâché. Et on a hier Didier Migaud, notre nouveau ministre de la Justice, ex-socialiste qu'on le dise, qui nous dit le laxisme dans la justice n'existe pas. Et le lendemain, mais quel symbole atroce d'ailleurs, parce que ça cause des vies, ça. Et donc je vous disais sur la justice, comment est-ce qu'on fait? La suppression du juge d'application des peines. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il faut savoir que ce juge, c'est quelqu'un qui va venir rendre la justice une deuxième fois. Vous avez déjà eu un procès, et lors du premier procès, vous aviez les avocats des victimes, vous aviez les familles. Le juge d'application des peines, il ne prend pas la peine de revoir les victimes. La victime ne compte plus. On a un individu, on trouve qu'il s'est bien comporté en prison, et tiens, il va sortir 2 ans avant. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Ta se retrouve dans la rue 2 ans avant. Alors, il avait quand même une obligation de quitter le territoire. Le comble, on a la totale dans ce dossier. Il a une obligation de quitter le territoire français. Alors, en principe, on nous dit que les OQTF sont inexécutables parce que les pays d'origine ne les veulent pas. Là, le Maroc dit, je donne le laissez-passer consulaire. Le Maroc est prêt à le reprendre. Avec un décalage, puisqu'il y a eu une erreur de l'administration dans le premier renvoi française. Mais là, vous imaginez à quel point tout repose sur nos épaules. Ouais. C'est la faute de la France. On ne peut même pas dire « Ah, le Maroc n'a pas coopéré ». Encore qu'il y aurait beaucoup à dire pour que la France fasse coopérer les États. C'est que le Maroc a beaucoup traîné et qu'on a très longtemps attendu quand même le fameux laissez-passer consulaire. Oui, il y a eu plusieurs relances. Oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un grave problème. Là, c'est un cas particulier où le Maroc accepte en principe, dans la majeure partie des cas. Vous avez raison, les pays du Maghreb refusent de délivrer les laissez-passer consulaires. Et là, on aurait des moyens de pression colossaux pour les forcer justement à nous donner ces laissez-passer. Qu'est-ce que vous feriez de plus que ce qu'a fait Gérald Darmanin, qui avait engagé un bras de fer en réduisant le nombre de visas accordés à ces pays? Il les a réduits pendant 2 mois. Et ensuite, sous la pression de l'Algérie, il a arrêté. Il est allé à Alger donner des gages au gouvernement algérien et il a tout de suite abandonné cette mesure. On a aussi besoin de fonctionner économiquement, notamment avec ces pays. On ne peut pas couper tous les ponts. Et attendez, vous pensez que ce que nous apporte l'Algérie en termes économiques vaut ce que l'Algérie nous coûte en termes migratoires à ne pas reprendre certains individus qui sont des bombes sur pattes? Je pense que si on faisait un calcul coût-avantage, il pencherait largement en faveur de la fermeté sur ces sujets. Pour faire exécuter les OQTF, le problème majeur, on le sait, c'est la justice qui va libérer des individus, y compris dangereux, parfois sur des règles de procédure absurdes. J'ai travaillé à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, il y avait le centre de rétention à Hendaye. On voyait comment parfois un tribunal administratif nous demandait, à la préfecture, de relâcher des individus dangereux, parfois même suivis par les services de police, uniquement parce qu'ils avaient été arrêtés à la mauvaise heure, etc. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, les laissez-passer consulaires. Comment faire pour les faire appliquer? Il y a un plan, à mon avis, très simple. Il faut seulement avoir les idées claires et oser avoir un peu de courage avec ces pays du Maghreb, malgré l'histoire commune qu'on a vécue et qui empêche, à mon avis, la France, par culpabilité, d'aller au bout de ce qu'on devrait faire. Premier sujet, l'aide publique au développement. On en parlait la dernière fois. L'aide publique au développement. On donne de l'argent à des pays qui ne coopèrent pas avec nous. C'est anormal. On devrait à minima la conditionner. À mon avis, on devrait la supprimer, mais à minima la conditionner. Vous ne reprenez pas vos clandestins. Nous ne vous donnons pas d'argent. Bruno Retailleau, finalement, dit à peu près la même chose que vous sur ces questions. Alors, il vient d'arriver. Vous lui faites confiance, Bruno Retailleau? C'est vraiment la bonne personne au bon poste? Vous le soutenez? J'espère pour la France que ça va marcher. Je ne donne pas ma confiance a priori, mais j'attends de voir. J'ai du respect pour lui, je connais ses positions passées. Maintenant, je vais vous dire, les opinions des uns et des autres m'intéressent très peu. J'attends de l'action. Si quelqu'un pense à droite... Il a été nommé, c'est déjà c'est ce que je vous dis, j'attendrai. Voilà, moi j'attendrai. Et vous pensez qu'il a les moyens de faire, par exemple, passer au Parlement la suppression de l'excuse de minorité, le durcissement des peines, ce type de mesures, il faut qu'elles soient votées? Oui, si on est réaliste, pour tout changer, pour le grand basculement, il faudra un référendum. Mais si on est réaliste, il y a énormément de choses qu'on peut faire, y compris par la voie réglementaire, c'est-à-dire même sans avoir une majorité à l'Assemblée. On voit à quel point c'est aujourd'hui difficile à l'Assemblée de trouver des majorités. Chacun a son intérêt politicien, mais il y a une majorité dans le peuple français. Donc, quelle question vous poseriez au référendum pour que le peuple se prononce? Alors, si on reprend juste sur Bruno Retailleau, sur ce qu'il est possible de faire dès demain, le référendum, il faudrait qu'on gagne l'élection présidentielle, j'en rêve et je vous en reparlerai bientôt. Mais pour ce que Bruno Retailleau peut faire en tant que ministre... Non, mais sur le référendum... Quelle question, par exemple, quelle question est-ce qu'on poserait? Vous dites que c'est la meilleure solution, en fait. Oui, bien sûr, c'est la solution pour renverser la table. La question que vous posez dans un référendum, c'est approuvez-vous, oui ou non, le projet suivant? Et ensuite, dans le projet qui suit, vous listez toutes les mesures qu'il faudrait prendre. Donc, c'est supprimer le regroupement familial, c'est empêcher les régularisations, revenir sur la loi Darmanin qui permettait de régulariser 10 000 personnes de plus par an. Vous avez toute une liste de mesures
que vous pouvez lister dans un projet de loi et vous le faites adopter par le peuple. Sarah Knafo, on peut toujours améliorer les choses, mais vous savez très bien que malheureusement le risque zéro en matière de récidive, et notamment quand on parle de délinquance sexuelle, n'existe pas. Donc c'est facile toujours, quand on est dans l'opposition, de dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, mais bon, il n'y a aucun gouvernement au monde, et je parle des gouvernements démocratiques, qui n'arrivent, même dans des pays qui sont peut-être plus durs que nous en matière de politique pénale, à promettre à la population qu'il n'y aura plus jamais de viol, plus jamais de... Est-ce que vous voyez... Est-ce que c'est pas un peu facile au lendemain d'un drame de venir dire attendez, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire ça? Est-ce que vous voyez le monde qu'il y a entre le risque maximal et le risque zéro? Aujourd'hui, on est au risque maximal. Est-ce que sous prétexte que le risque zéro n'existe pas, on doit se permettre de prendre le risque maximal tous les jours? Vous avez vu toutes les mesures que je nos vous ai prisons listées. sont pleines. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France. Mais il faut en construire et il faut expulser les 25% d'étrangers qui sont dans nos prisons. Il faut expulser 25% d'étrangers qui sont dans nos prisons. Sincèrement, je vous le disais tout à l'heure, c'est ma philosophie. Le confort des détenus en prison m'intéresse beaucoup moins que la sécurité et la vie des gens dans nos rues. Beaucoup moins. Donc là, tout à l'heure... si, parce que quand même, on prépare des sorties, parce que ces gens-là ne restent pas en prison toute leur vie. Il faut préparer leur réinsertion. Donc si on leur fait vivre une vie épouvantable en prison, peut-être qu'on est content. Mais enfin, après, est-ce que ça a fait des gens qui vont pouvoir de nouveau avoir une vie normale et se tenir tranquillement? Alors, ça a été la philosophie de la gauche. Ça a été la philosophie de M. Badinter, quand il est devenu ministre de la Justice. Il a libéré 40% des prisonniers. On a vu ce que ça a donné. Les délits ont explosé, les crimes ont explosé dans les années qui ont suivi. Sa philosophie, c'était la prison crée le crime. Je pense exactement l'inverse. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que vous avez dit, mais si on préparer la réinsertion une prison, on est là pour aussi derrière préparer la sortie, parce qu'il y a toujours une sortie. Je pense que ce jeune homme, même s'il avait pris 10 ans, un jour, il serait sorti. Qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que le jour où il sort... Moi, je ne veux rien en faire de ce monsieur. Non, mais un jour, il sort, quoi qu'il en soit. Même si votre idée, même s'il prend la peine encourue, un jour, il sort. Regardez, ce monsieur, Walidat, il est marocain. Moi, j'ai pas envie de le réinsérer. J'ai pas envie de le garder sur notre sol. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, mais ça aurait pu être un Français. Pardon, il n'y a pas que des Marocains. Bien sûr, ça aurait pu être un Français, mais il se trouve qu'il n'est pas français. Vous en faites un problème d'immigration. Mais ça peut être... Quand c'est un Français qui viole, la question de la réinsertion, de la peine, se pose de la même façon. Et la question aussi des mineurs se pose à la même question. Que fait-on avec les mineurs entre 16 et 18 ans? Messieurs, madame, vous avez dû aborder le problème des OQTF cette année. On les compte même plus. Vous voyez bien que c'est un phénomène de société. C'est trop facile de dire il aurait pu être français. Oui, il aurait pu, mais il l'est pas. Voilà, il l'est pas. Oui, les étrangers sont surreprésentés dans les viols, dans les crimes, Je vous pose la question dans les parce que Alice Coffin, qui était à votre place un instant, dit le problème, c'est pas l'UQTF, le problème, c'est la masculinité. C'est la masculinité. Voilà, c'est le comportement des hommes, le défaut d'éducation. Et donc, il faut que les hommes, finalement, se remettent en cause de manière générale. Je l'ai entendu, d'ailleurs, ça m'a beaucoup choqué. Je l'ai entendu dire que c'était un problème de viol. Est-ce que vous avez l'information que Philippine a été violée? Non, pour l'instant, on l'a pas. Moi, je l'ai pas eu non plus. Non, mais quand vous dites, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'idéologie dans ce que disait madame. Il y a une information judiciaire ouverte. Il y a une information judiciaire ouverte pour homicide et viol. Alors, il y a une preuve très simple. Philippine était française. Oui. Mais Walidat était marocain. Non, mais ça ne veut pas dire intentionnellement qu'il a visé une Française. On le sait pas. Je veux dire, par là, on la définition du mot qu'on a inventé que moi. Il a plutôt visé une femme. Il me semble que vous disiez qu'intentionnellement, il était visé. C'est pas intentionnellement. Des Français et des Blancs. Il y a un fait de société où énormément de Français sont tués par des étrangers sur notre propre sol. Si vous voulez, on a déjà assez de problèmes avec des criminels français pour importer les criminels du monde entier. On a déjà assez de problèmes de viol en France pour aller importer des gens qui sont surreprésentés dans les viols. Je vous prends l'exemple des Afghans, par exemple. Ils sont très peu en France et pourtant ils sont fortement représentés dans les viols. Qu'est-ce qu'on a pour Mais là, avec Mazan, on a regardé avec Mazan, c'est des monsieur tout le monde. C'est ce que je vous dis, monsieur. Donc, on a déjà assez de problèmes aussi, chez nous. Des Français bien de chez nous, à un moment, ils vont sûrement prendre des peines de prison fermes, longues, mais ils sortiront aussi. Est-ce que vous pensez que je vais vous dire les Français sont parfaits? Il n'y a jamais eu un seul délinquant français, un seul criminel, ça n'existe pas. Non, mais oui, mais vous montez au créneau quand il s'agit d'un délinquant maghrébin. J'étais à cette même place la semaine dernière pour commenter l'affaire Mazan. Oui. C'est injuste. Vous montez moi au créneau quand il s'agit d'un Français qui viole une autre Française. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Je pense que sincèrement, je vous en ai fait la liste et avec un peu d'honnêteté intellectuelle, vous me le reconnaîtrez. Le fait de pouvoir éviter tous les crimes et tous les délits des Français, j'aurais pas la prétention de vous dire que ça c'est possible. Alors je vous dirais oui, il faut une justice ferme, quelle que soit la nationalité de la personne qui commet l'acte, mais en l'occurrence, pour ces cas-là, on aurait pu l'éviter. Amandine Atalaya. Est-ce que les premiers pas de Michel Barnier vous sont rassurés sur à la fois sa volonté
d'autorité, de fermeté, par exemple, sur l'immigration, ou de ne pas vouloir abroger la réforme des retraites sur le plan économique, mais simplement l'améliorer? Première chose qu'il a dite. Alors, si on sort du sujet migratoire, ce qui m'a inquiété pour commencer, c'est que la première mesure concrète que j'ai entendue, à part des déclarations d'intention, c'était la proposition de hausse d'impôts. Et je crois que ce serait une catastrophe. Je crois que c'est un très mauvais signal qui, à mon avis, marque le fait que le gouvernement de Michel Barnier n'est pas un gouvernement de droite. En tout cas, c'est pas la droite telle que je l'entends. J'ai l'impression qu'on commence déjà à faire des cadeaux à l'idéologie qui veut que lorsqu'on commence à taxer les riches, tout va aller mieux dans le pays. Alors les très riches, a priori, c'est-à-dire vraiment les entreprises qui font soit énormément de profit, c'est pas encore très clair. Soit non, mais en tout cas, ils assurent qu'ils ne veulent pas toucher les classes moyennes. Augmenter les impôts, moi je me dis déjà, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment envie de toucher aux dépenses. Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les recettes? Alors si c'est pas les impôts, il faut moins dépenser. Voilà, on taille où alors? Parce que je le disais la dernière fois, quand on est un ménage qui gagne 3 000 € par mois et qui en dépense 4 500, on comprend bien que ça ne peut pas durer. C'est exactement ce que fait l'État. Environ 300 milliards de recettes chaque année, 450 milliards de dépenses. Quand on voit ça, on a plusieurs solutions. La première, on s'endette. C'est exactement ce qu'on fait. Depuis 1973, on n'a plus jamais voté un budget en équilibre. On s'est endetté, on est arrivé à 3 100 milliards de dettes, et on a un record déficit mondial qui progresse. Et d'ailleurs, Laurent Saint-Martin, le nouveau ministre du Budget, a dit tout à l'heure que le déficit public en 2024, cette année, risque de dépasser les 6%. Voilà, chaque jour plus. Donc au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas couper dans les dépenses. Alors lesquelles? Alors lesquelles? On peut en citer plusieurs. Les subventions aux associations, c'est 23 milliards d'euros chaque année. Si on compte l'État, 11 milliards d'euros par l'État. Le reste pour les collectivités territoriales et le budget de la sécurité sociale. Donc les subventions, il faut plus aider. Enfin, les associations, il faut plus aider. Pas toutes, mais quand vous voyez 23 milliards, il y a forcément à couper là-dedans. Vous imaginez bien. Je pourrais vous faire une liste d'associations qui, à mon avis, ne méritent pas un centime de l'argent public. SOS Méditerranée, la Ligue des droits de l'homme. SOS Méditerranée, la Ligue des droits de l'homme, France Terre d'Asile. Pourquoi? Parce que ce sont des associations politisées dont le métier principal est d'attaquer en justice les décisions de l'État. C'est toutes des associations liées à l'immigration. Il se trouve que celles-ci le sont. Mais j'aurais pu vous en citer d'autres qui interviennent notamment à l'école. En fait, j'essaye de faire le lien avec le sujet de tout à l'heure. Je vous disais, les décisions de l'État sont parfois attaquées pour nous forcer à relâcher, y compris des étrangers dangereux. Elles sont attaquées par qui? Par ces associations. Je considère que c'est empêcher l'État d'exercer ses propres missions régaliennes avec nos impôts. Pour en revenir à Michel Barnier, est-ce qu'il est tenu par Marine Le Pen? Je suis de ce feuilleton, de la demande de respect, etc. Moi, j'avoue que je trouve pas ça passionnant, dans le sens où demander le respect, je sais pas ce que ça veut dire. Elle veut qu'il l'appelle pour le respect de ses électeurs. Moi, je pense que le respect des électeurs, c'est de dire à Michel Barnier, on veut un référendum sur l'immigration. On veut une promesse d'arrêter les régularisations. On veut une promesse de durcir les conditions de naturalisation. On veut une promesse de baisser les dépenses. On veut une promesse de privatiser le service public de l'audiovisuel. On veut une promesse. Mais pourquoi est-ce que Michel Barnier écouterait uniquement le Rassemblement national? Enfin, ils ont fait certes 11 millions de voix, mais beaucoup d'électeurs de gauche, de droite ont aussi voté, ont le droit d'être entendus. Pour des raisons parlementaires, mathématiques basiques, c'est le groupe qui pouvait accepter. Ça va tenir, vous pensez? Ça va tenir, le gouvernement de Barnier? Il est possible que ça tienne, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le respect des électeurs du Rassemblement national, c'est pas purement formel. C'est pas de l'appeler pour s'excuser quand Antoine Armand a dit je ne sais quoi. Les électeurs du Rassemblement national, comme les nôtres, ils attendent des mesures, ils attendent des actes. À mon avis, c'est ça qu'on devrait demander à Michel Barnier. C'est de prouver par son action qu'il nous respecte. Et pas uniquement de passer des coups de fil. Donc voilà, moi, ça m'a pas beaucoup passionné. Marion Maréchal sera l'invitée tout à l'heure d'Éric Brunet ce soir. C'est vrai qu'elle est partie en dilapidant l'argent de Reconquête, Sarah Knafou. Elle a cramé la caisse? Je m'attendais pas à être interrogée sur ça. Est-ce qu'elle a cramé la caisse? Écoutez, je pense que les chiffres seront publics. Voilà, moi, je me suis pas prononcée sur cette affaire. 500 000 euros, mon sujet. 500 000 euros siphonnés, selon le cas enchaîné. Je me souviens pas de ce chiffre-là. Voilà. Après, il y a eu une campagne des européennes. Elle s'est passée comme elle s'est passée. Au lendemain de son élection, elle est partie. Les gens l'ont très mal pris. Mais elle est partie avec la caisse? Non, elle n'est pas partie avec la caisse, mais ce serait un délit. Et donc, non, elle n'est pas partie avec la caisse. Pardon, écoutez, mais pourquoi les gens sont partis? Ils se sont servis de Reconquête pour être élus et maintenant, ils n'ont plus besoin de vous? C'est manifeste, en tout cas, c'est ce que les gens ont remarqué. Ils se disent, je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République d'être élu sur une liste et de la quitter 24 heures après. On n'a même pas attendu un mois, même pas les vacances. Elle est ingrate, Marion Maréchal? Franchement, je ne sais pas comment qualifier avec un adjectif. Moi, je vous dis juste que ça a été très blessant, que ça a été un moment très dur, que voilà, maintenant, est-ce que c'est de la traîtrise? Oui, bien sûr. C'est une trahison des électeurs. C'est pas tant nous le problème. C'est que des gens ont mis un bulletin de vote Reconquête et à la fin, moi, je suis là pour les défendre. Donc, je représente ces 1,8 million d'électeurs.
Pardon ? Elle peut revenir ? Je ne pense pas que ce soit son souhait. Je pense qu'elle est proche du Rassemblement national et elle fera ses choix. Voilà, moi, maintenant, je me bats pour les électeurs qui m'ont élu. Je leur suis loyale, fidèle. Je suis là et je suis honorée par le mandat qu'ils m'ont confié. Merci Sarah Knapo. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir été avec nous.